Au large de la côte septentrionale de l'Amérique du Sud, l'archipel des îles du Salut déploie sa beauté foisonnante. La faune et la flore sont ici d'une richesse exceptionnelle. Mais avant de redevenir un paradis tropical, l'île a hébergé l'une des pires prisons au monde. Cet enfer sur Terre, décrit dans le best-seller autobiographique Papillon, était resté livré à la végétation depuis sa fermeture au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 60 ans après, un ambitieux chantier est en marche pour sauver les vestiges de la ruine et de l'oubli. On travaille d'arrache-pied pour préserver cet héritage culturel tout en respectant la nature qui en recouvre inexorablement les traces. L'ancienne terre de déportation est constellée de constructions souvent méconnaissables. Elle n'en offre pas moins un cadre idyllique à l'ombre de ses cocotiers et un centre stratégique de la conquête spatiale. Les îles du Salut ne sont qu'à quelques encablures au large de Kourou. Un obstacle infranchissable pour les anciens bagnards, mais moins d'une heure de traversée pour ces nombreux touristes. L'archipel attire chaque année 50 000 visiteurs à la journée, ainsi que quelques scientifiques, comme la biologiste Marie Fleury, venue étudier la végétation des îles du Salut, si singulière sous les tropiques. La pierre et le métal semblent ployer sous la douce pression des plantes. Racines et feuilles ont repris possession des lieux. Un site enchanteur de la vie de Marie. La botaniste est émerveillée par les 1001 stratégies des plantes à la reconquête de leur habitat. Ici, on sent la toute puissance de la nature qui reprend ses droits et qui, en fait, on dirait, fait tout pour ne laisser aucune trace de l'humain. Il s'infiltre partout, on voit les grandes racines traçantes. On voit aussi beaucoup de racines aériennes, c'est-à-dire des végétaux qui envoient leurs racines pour puiser ensuite leurs ressources dans la terre. Et on sent que le bagne, petit à petit, va laisser la place à la végétation de la jungle. Rien ne résiste à l'alliance entre chaleur, humidité et végétation sauvage. Pas même une toiture conçue par Gustave Eiffel. La construction a failli être l'une des merveilles du monde, à l'instar de la fameuse tour. Elle est désormais envahie par la jungle qui poursuit inlassablement sa croissance. L'histoire des plantes est toujours intrinsèquement liée à l'histoire des hommes, puisque l'homme, quand il voyage, il emmène toujours des graines avec lui, il plante, et de manière accidentelle aussi, les oiseaux aussi, bien sûr. Et donc on a une végétation qui, ici, est absolument fabuleuse. On le voit ici, c'est comme une chapelle végétale. Un sanctuaire où les rares humains qui s'aventurent sont relégués au rôle de figurants. Le portail que traversaient les matons et les détenus il y a plus d'un demi-siècle est aujourd'hui gardé par des araignées. Les fissures des murs, elles, sont le bastion des lézards.
le moindre centimètre carré de sol est habité. La prison est devenue un paradis naturel. Et pourtant... C'est terrible, hein, on ressent beaucoup de dureté en fait dans ces lieux. Hein. Et effectivement, en plus le ficus aussi toute une symbolique, hein, puisque en fait c'est un arbre qui généralement atterrit, enfin la graine atterrit sur un tronc d'arbre, hein, rejeté soit par une chauve-souris ou un oiseau. Et là, va commencer à développer ses racines aériennes pour les envoyer jusqu'au sol où il va puiser ensuite ses ressources. Et petit à petit, il va développer des racines très très puissantes qui vont finir par étouffer l'arbre porteur et souvent par le tuer. Hein. Il va rester donc comme une espèce de chapelle végétale très très imposante. La nature reprend ses droits. Au XIXe siècle, les arbres ont été en grande partie abattus pour que les bagnards construisent leur propre prison. Sur le continent, les travaux forcés dans la jungle étaient généralisés. Les terres défrichées devenaient des espaces agricoles et le bois tropical était commercialisé. Les îles du Salut faisaient partie du bagne de la Guyane française, où elles servaient de prison dans la prison, pour les détenus déclarés incorrigibles. Victimes de la double peine, les bagnards restaient bannis de la métropole pour un certain nombre d'années à l'issue de leur emprisonnement. Fils d'un officier colonial, Serge Collin est arrivé en Guyane après la Deuxième Guerre mondiale. Le système du bagne venait alors d'être définitivement aboli. Serge organise des visites guidées de l'île. Il connaît les coulisses de la création du bagne de Guyane. Les colonies avaient besoin d'une main-d'œuvre bon marché. L'abolition de l'esclavage, c'est 1848. Et alors là, il y a une date quand même assez particulière, puisque 1848, c'est l'abolition de l'esclavage, et 1852, c'est l'arrivée des premiers bagnards en Guyane. Donc on est appelé à penser que l'arrivée des bagnards en Guyane, c'était une substitution, hein, de la fin de l'esclavage. Pour les condamnés, la déportation en Guyane signait souvent leur arrêt de mort. Les uns succombaient à l'épuisement, les autres aux maladies tropicales. Les bagnards qui commettaient des infractions à la réglementation étaient soumis à des punitions. On a toujours considéré ici les îles comme plus salubres que le littoral. Hein. Malgré tout, c'était des îles. Donc en venant sur une île, le bagnard qui venait ici perdait, hein, pratiquement complètement l'espérance d'évasion. Et on peut dire que l'espérance d'évasion, à 90%, ça fait vivre les bagnards, hein. On espère, voilà. Ça, on reste dans le niveau le plus cruel de l'humanité, là, dans la mesure où les gens, après ayant été condamnés, déportés, enfermés, obligés au travail, hein, on les punissait encore hein, pour des fautes locales. Hein. Le système a été officiellement abrogé en 1938. Mais dans les faits, il a encore perduré 15 ans. Ce n'est qu'en 1953 que les derniers détenus ont été rapatriés en métropole. Contrôle. Les hommes et les femmes qui travaillent aujourd'hui sur les îles sont des bénévoles. L'association CHAM restaure des bâtiments historiques en métropole et en outre-mer. L'activité du jour par 40 degrés à l'ombre, ramasser des pierres pour regagner l'espace qui a été grignoté par les années, le climat tropical et la végétation. Ce sont les mêmes pierres que les bagnards ont dû porter il y a plus d'un siècle. L'heure de la reconstruction a sonné.
L'association travaille exclusivement avec des matériaux utilisés à l'époque. Ainsi, les murs en pierre sont fortifiés au mortier de chaux. Alors l'association CHAM sur les îles du Salut travaille à consolider les ruines, pas forcément à restaurer complètement, mais en tout cas limiter les risques de chute, stabiliser. On essaie de stabiliser et de faire en sorte que l'endroit soit le plus accessible possible. Effectivement, on est un chantier école, donc les jeunes qui travaillent avec nous sont là pour apprendre. Donc effectivement, on doit reprendre, réexpliquer pas mal de fois et puis faire en sorte qu'ils apprennent les techniques de base de maçonnerie du bâti ancien. Voilà, et ça se passe bien. Ils sont quand même curieux et on sent qu'ils ont envie de bien faire. Ça se passe bien. Ici, on sent que la motivation n'était pas de construire quelque chose qui amenait à la foi ou des choses comme ça, comme des églises ou des châteaux. Là, on sent que c'était vraiment constructions de forçat, donc sous l'obligation d'une peine. Effectivement, l'endroit et les murs, toutes les constructions sont empreintes de tout le passé qu'il y a pu y avoir ici. Oui. Yolène Humaro est tailleuse de pierre et la seule professionnelle du chantier. Elle encadre des bénévoles en insertion professionnelle. Toute cette agitation ne manque pas de surprendre les capucins. À quoi bon se donner tant de mal à construire dans un pays de cocagne où tout s'offre à vous sans le moindre effort? Ces petits singes se sont tout naturellement appropriés l'île, y compris les bâtiments déjà réhabilités. La nourriture abondante de l'île fait d'eux des animaux comblés. Des arbres fruitiers et des plantes comestibles du monde entier ont été introduits pour nourrir les forçats. Comme l'arbre à pain, par exemple. L'arbre à pain, il a une histoire absolument rocambolesque. C'est un arbre qui est originaire d'Océanie et qui a été introduit en Amérique, particulièrement aux Antilles et en Guyane, dans le but de nourrir les esclaves. Parce que c'est un arbre qui donne d'énormes fruits qui sont très farineux et qui peuvent en fait fournir une farine, fabriquer des galettes comme du pain et aussi des frites, on en fait des tas de choses. Et donc les colons de l'époque avaient pensé que c'était une bonne idée de l'introduire ici pour nourrir les esclaves à bas prix en fait, pour pas cher. Et après les esclaves, les bagnards venus prendre le relais. Aujourd'hui, l'arbre fait le bonheur des agoutis. Ces rongeurs du continent ont été introduits pour nourrir la colonie pénitentiaire et ils lui ont survécu. Alors il y a des plantes du monde entier, effectivement, des plantes d'Océanie, des plantes d'Asie, africaines, des plantes du monde entier. Alors au XVIIIe siècle, les jésuites ont apporté beaucoup de plantes avec eux, et puis bien sûr avec le bagne, et puis l'introduction naturelle avec les animaux, les oiseaux, tous les animaux qui en fait peuvent disséminer les graines. On arrive à une végétation très luxuriante en fait sur l'île. Depuis la fermeture de la colonie pénitentiaire, les animaux sont débarrassés de leurs prédateurs et leur population explose. Les îles du Salut prennent des allures de jardin d'Éden. Mais on sent c'est vraiment des îles de rêve et avec l'ombre du bagne. Parce que on va voir en se promenant dans l'île qu'il y a énormément encore de restes du bagne qui sont là avec
des cellules très sordides, des geôles aussi. On imagine la condition de vie des bagnards ici, ça devait être absolument terrible. Les bagnards n'avaient aucun espoir de pouvoir s'évader. Le continent n'était qu'à 13 km et pourtant hors de portée. Les courants rendaient la traversée à la nage quasi impossible. Il fallait un bateau ou un radeau pour se lancer. Mais comment construire une embarcation en secret ? Philippe est skipper et il fait quotidiennement le trajet. Il sait pourquoi l'évasion était un rêve inaccessible. Les premiers mois, c'était tout à fait possible de s'évader. Seulement après quelques mois d'emprisonnement sur les îles, la faiblesse provoquée notamment par la fatigue, le changement climatique également, mais aussi la malnutrition, faisait que les bagnards à l'époque perdaient leur chance de rejoindre le continent à la nage, étant affaiblis par les conditions de vie abominables sur les îles. D'autant plus que les déchets des abattoirs de la prison, déversés chaque jour dans la mer, attiraient les requins. Effectivement, les requins, c'est comme une espèce de poisson relativement intelligent. Et ils savaient qu'il y avait de la nourriture à porter et de ce fait, fréquenter les îles du Salut, sachant pertinemment qu'il y avait de quoi manger. Ce qui en faisait la particularité justement des évasions qui étaient souvent avortées par les requins. On dit que les requins se rapprochaient de la côte tous les jours à la même heure. Où aujourd'hui encore, au son de la cloche, les requins accourent. Régulièrement, les cadavres des détenus étaient abandonnés au flot de l'océan. Le sort des vivants était à peine plus enviable. Parmi les mesures disciplinaires, il y avait l'isolement sur l'île du Silence. Un détenu y a passé 3700 jours, 10 ans, reclus dans un silence absolu. Ceux qui sombraient dans la folie, et ils étaient nombreux, étaient bons pour l'asile, situé sur le plateau oriental de l'île Royale, l'île principale. Pour Serge, c'est l'endroit le plus lugubre de l'archipel. Ici aussi, des travaux de réhabilitation sont en cours. Et les cellules ont livré des secrets qui ont attiré l'attention des historiens de l'art. Alors ici, vous êtes dans l'asile d'aliénés. C'était un endroit relativement difficile pour les bagnards. Ils étaient enfermés dans ce lieu assez sinistre. Vous voyez, il est placé à très loin des zones normalement d'habitation, parce que souvent ces gens criaient la nuit, donc pour empêcher les surveillants et autres personnes de dormir, on les avait placés ici, sur ce plateau-là. Ces étonnants dessins, représentant rois, guerriers et chevaliers, ont été gravés à l'ongle. On ne saura probablement jamais qui est l'auteur de ces œuvres rupestres, et c'est un peu comme s'ils n'avaient jamais existé. Peu de forçats ont su conjurer l'oubli. L'histoire d'un forçat est toujours tragique. Elle est toujours tragique dans la mesure où, après avoir été condamné, il est exilé à 7000 km de la France. Donc, les bagnards
Les plus célèbres, c'est ceux qui se sont évadés de cette île. Hein. Et ils ne sont pas nombreux, hein, parce qu'en s'évadant ici, souvent, les bagnards perdaient la vie. Hein. Mais généralement, les bagnards qui avaient tombé dans la folie, généralement, ceux-là finissaient par mourir dans leur cellule. Un enfer vert sur terre, en plein paradis. Un paradis qui a vocation à attirer les touristes comme un aimant. Serge rencontre Franck Aubert, le directeur de l'Auberge des Îles. Abandonné après le départ des bagnards, et il faudra attendre l'installation du centre spatial guyanais dans les années 64 pour que ces îles redeviennent un site touristique exceptionnel. Au moment où les îles du Salut et l'Auberge des Îles sur l'île Royale a été réhabilitée en établissement hôtelier, bien évidemment, il a fallu faire des travaux, c'est clair. Alors, les îles du Salut, oui, les îles du Salut, par leur passé, restent un lieu mythique en Guyane. D'ailleurs, pour tous les gens qui viennent ici en Guyane, on dit que venir en Guyane et pas venir sur les îles du Salut, c'est un sacrilège. Hein. Et dans la religion catholique, un sacrilège vous conduit directement en enfer. Voilà. Hein, donc, il est certain que le site reste quand même exceptionnel. Sur l'île, certains étaient plutôt bien lotis. Les gardiens vivaient en famille dans des maisons individuelles agrémentées d'un jardinet et d'une terrasse. Les années ont laissé des traces, mais on imagine qu'il devait faire bon vivre de ce côté-ci de l'île. « 20 mètres plus loin, le changement de décor est radical. Les bagnards sont tassés dans les dortoirs du quartier des détenus. Franck et Serge évoquent l'histoire des bâtiments et leur avenir. Depuis quelques années, il est possible d'y passer la nuit pour une somme modique. Aujourd'hui, le dortoir peut accueillir 20 hamacs. À l'époque, il y en avait 100. Voici à quelle vie pouvait aspirer un bagnard exemplaire. Il disposait d'un semblant de vie sociale et de confort, une existence humaine dans sa plus modeste expression. C'était les dortoirs en fait de l'époque. C'est les dortoirs, c'est l'ancien c'est ça l'hamac aujourd'hui, c'est l'ancien dortoir du bagne. Il y en avait deux, un de chaque côté de la cour là, qui pouvaient loger une centaine de bagnards chacun, ce qui est considérable compte tenu de la surface, dans des conditions assez difficiles, parce que 100 bagnards dans un bâtiment comme ça, c'est énormément, c'est beaucoup de gens. Et puis naturellement, vous avez un toit en tôle sans protection, donc la chaleur était dans la journée. Donc il y avait deux zones de couchage, avec un espace de liberté au milieu. Donc l'espace occupé des bagnards était à peu près le tiers de la salle. Vous aviez des hamacs de ce côté-ci, des hamacs de ce côté-là, et là l'allée centrale. La colonie abritait aussi des édifices plus élancés et aérés. Une équipe de menuisiers restaure le clocher de la chapelle de l'île Royale.
puisque après l'ouragan de 2005, la chapelle a beaucoup souffert. Des tôles se sont décrochées, donc ça a favorisé les infiltrations d'eau. La charpente a aussi beaucoup souffert avec des pièces qui ont pourri sur pied. Donc nous avons changé une bonne partie de ces pièces sur le clocher. Et nous sommes en train de finir la couverture et nous allons faire donc le chapeau de clocher en wapa. Le wapa, c'est une tuile de bois de Guyane qui était beaucoup utilisée à l'époque du bagne. Hein, donc en fait, tous les bâtiments vraisemblablement de l'île ont été dans un premier temps couverts avec cette huile de wapa, cette huile de bois. Nous, on part sur quelque chose qui existe déjà, ou qui a existé, donc on a toujours des traces. Donc on fait attention en fait à réutiliser à peu près les mêmes techniques et surtout à redonner à l'édifice son aspect originel. Hein. On n'est pas là pour inventer des formes ou pour défaire ce qui a été fait. Donc on fait toujours attention à respecter l'édifice. Et aussi les constructeurs de la chapelle, les bagnards. Édifiée en 1855 sur le point culminant de l'île, elle a été l'un des premiers bâtiments en dur de la colonie pénitentiaire. L'édifice a été classé monument historique en 1979 et depuis, les chantiers de restauration se succèdent. La chapelle devrait bientôt à nouveau résonner du chant des fidèles. Pascal Estrella restaure aussi les couleurs. Il est en train de vieillir artificiellement des planches fraîchement sorties de la scierie. Alors là, nous sommes en train de patiner des lames de bois qui vont être changées sur le plafond de la chapelle. Donc on part sur des lames neuves, peintes avec une peinture acrylique classique. Et ce que nous faisons, c'est nous la patinons, on la salit en fait. On va imiter l'humidité qui a attaqué les anciennes lames pour qu'une fois posée, on ne voit pas la différence. On imite le vieillissement. Donc c'est plusieurs couches, hein. Il y a plusieurs couches de peinture. Donc on fait des choses qui ne sont pas faites en peinture, c'est-à-dire qu'on peint à l'acrylique, donc c'est une peinture à l'eau, et on va la saturer avec des acétones, avec des alcools, pour justement qu'il y ait un réactif et que ça imite vraiment les taches de pourrissement, de salissure, de champignons. Qu'il s'agisse du clocher ou du décor intérieur, le but est de préserver la cohérence visuelle d'un édifice vieux de 150 ans. D'autant plus que le décor peint possède une valeur historique et artistique inestimable. Les peintures représentent en effet un jalon dans l'histoire de l'art carcéral. Alors il y a plusieurs décors, il y a des décors, donc ce sont des scènes liturgiques qui ont été peintes par un bagnard qui s'appelait Francis Lagrange, qui était faussaire, donc il avait été condamné pour ça. Et il a fait plusieurs décors différents, il y a plusieurs, vous pouvez vous rendre compte, il y a plusieurs stades de décors dans l'église. Malheureusement, vu qu'il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau, les décors ont beaucoup souffert. Et j'espère qu'il y aura bientôt une campagne de restauration pour protéger ce qui reste de ces décors, parce que c'est le dernier témoignage en fait de ce bagnard. Et c'est aussi très important pour l'histoire des îles du Salut, l'histoire du bagne en général. La messe, c'était un moment de recueillement hein, dans la souffrance des gens. Hein. Ça leur permettait d'avoir un moment de détente, si vous voulez, hein, le dimanche, bien entendu. Et les bagnards, pour venir à la messe, étaient obligés de se laver et de se changer.
Il n'était pas question qu'ils viennent à la messe sale ou autre. Hein. Il n'était pas question non plus que le parfum des femmes de surveillants se mélange à la crasse des bagnards. Les bénévoles des îles du Salut forment une véritable famille. Les lieux qu'ils occupent, les bâtiments qu'ils restaurent, l'air qu'ils respirent, tous ces éléments les relient à l'époque du bagne. Faire revivre l'enfer pour que ces premiers bâtisseurs ne tombent pas dans l'oubli. Une indicible mélancolie se dégage de ces lieux autrefois maudits, mais ils génèrent en même temps une incroyable énergie. La bonne humeur règne et souvent, les soirées se prolongent tard dans la nuit. La tailleuse de pierre Yolaine Humaro s'est rendue de l'île Royale à l'île Saint-Joseph pour planifier le prochain chantier. Saint-Joseph, l'île du silence. Les bagnards condamnés au confinement solitaire y passaient en règle générale 2 ans dans la réclusion la plus totale. De nombreux murs et chemins ont déjà été restaurés. Mais la faune et la flore ont toujours une longueur d'avance sur l'homme, et elle se joue de son goût pour l'alignement et la symétrie. Les restaurateurs travaillent sur la corde raide, car il faut protéger les monuments sans dégrader la nature. Mission presque impossible quand les deux sont à ce point enchevêtrés. Par rapport aux édifices qui ont été construits ici et la rapidité la végétation a pour justement prendre le dessus, c'est vrai que c'est une lutte de tous les jours. On doit toujours dévégétaliser, les plantes poussent entre les pierres et peuvent pousser les pierres et déstabiliser le mur. Faire tomber les murs. Les plantes réalisent le rêve secret du bagnard. Mais ne vaudrait-il pas mieux laisser la nature poursuivre son œuvre jusqu'au bout? Ça pourrait, mais je pense qu'il y a un intérêt aussi à garder une trace de l'histoire. Celle-ci est quand même une cicatrice assez importante quand on se rend compte ce qu'il a été possible de faire, d'enfermer des personnes qui des fois n'étaient pas forcément coupables et leur faire vivre quelque chose de terrible dans des conditions très très difficiles. Donc je pense que c'est un devoir de mémoire en quelque sorte. L'état du cimetière du personnel du bagne rappelle que sur les îles du Salut, toutes les existences humaines sont menacées par l'oubli. Le passé s'éloigne à mesure que la nature se renouvelle. Cette clairière a été nettoyée il y a 3 mois à peine. Le but était de sécuriser les restes d'un mur menacé par la végétation. Mais tout est déjà à refaire. L'équipe se remet à défricher et met progressivement au jour des constructions que personne n'avait vues depuis plus d'un demi-siècle.
La fébrilité ambiante ne trouble guère les animaux. Ils sont habitués à ce tohu-bohu et se contentent d'aller s'installer tranquillement quelques mètres plus loin. Comme s'ils savaient très bien que l'homme ne pourra jamais déboiser au-delà de quelques mètres carrés. Au bout du compte, la forêt triomphe toujours. Pour les humains aussi, ces îles sont une oasis. Leurs côtes rocailleuses les préservent du tourisme de masse. À la piscine des Bagnards, une petite crique sur l'île Royale protégée des courants par des blocs de pierre, il reste toujours une place entre les cocotiers. Difficile de trouver plus idyllique pour se prélasser sous les tropiques. Tandis que quelques cocotiers plus loin, la conquête de l'espace bat son plein. Je vais brancher la caméra thermique. Tu me confirmes que tu as les yeux. Bruno Poudou est un peu l'œil de Kourou. Sa mission, observer et surveiller l'ascension des fusées européennes lancées du continent. La station a été construite en 1968, quelques années avant que les îles du Salut ne deviennent la propriété officielle du Centre national d'études spatiales, le CNES. Patricia Barra est la chef de l'archipel. Elle se dirige vers le centre de contrôle qui, malgré son aspect ordinaire, est un haut lieu de technologie de pointe. Bruno et un collègue procèdent aux ultimes réglages. Une fusée est en instance de lancement. On va mettre sur les points d'attente. C'est sympa les gars. Tu vas bien? Oui, oui. Donc, je suis sur les... Ne reste plus qu'à attendre que les collègues de Kourou soient prêts pour le lancement. Est-ce que tu peux venir? Je suis venu une seule fois dans cette salle. Bien sûr. Donc on est là pour tester les ciné en vue du prochain lancement Ariane 5. Oui. Et on teste le bon fonctionnement du ciné et tous les points fixes, points d'attente pour être sûr que le ciné il est bien calibré. Donc là, Dès que le décompte arrive en phase cruciale, tous les occupants de l'île, même Patricia, sont évacués. Seuls Bruno et Xavier, son collègue, resteront sur place. Cette opération. Prenez sur ma météo. Oui, sur les points 1, donc ma météo. Donc 239, 68, 70. Il reste moins d'une heure avant le lancement d'Ariane, si tout va bien. En chemin pour le port, Patricia fait un crochet par un escalier qui vient tout juste d'être réhabilité. je m'occupe des îles du Salut dans le cadre de mon travail depuis 1986. Mais j'ai connu les îles en étant enfant, puisque je suis venue avec mes parents en 1971. Donc, en tant que Guyanaise, je peux vous dire que pendant longtemps, les Guyanais ont un petit peu rejeté le bagne parce que c'était une mauvaise image qui était donnée au pays. Et maintenant, il faut au contraire se servir de ça pour attirer les touristes, parce que le bagne, c'est une histoire, hein, il faut la connaître. Et ça fait maintenant l'intérêt, puisque je vous dis que les îles, c'est le premier site touristique visité en Guyane. Grâce à l'engagement acharné de Patricia et des autres. Oui, j'avoue que je suis fière du travail que le CNES a fait. Et cette aide budgétaire qu'on a entamée avec l'État il y a 5 ans, justement nous a permis d'aller plus loin dans la réhabilitation du patrimoine historique. Et puis non seulement de réhabiliter le patrimoine, mais avec ce programme d'accompagnement avec CHAM, avec l'insertion des jeunes, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers également, le travail que l'on fait avec l'association CHAM. L'archipel est redevenu un paradis parce que jour après jour, des artisans, des scientifiques et même des cosmonautes y travaillent. Oui, donc à la fin du bagne en 1947,
Bon, les îles ont été un petit peu abandonnées. Donc quand l'État a décidé de céder au CNES le domaine pour réaliser la base spatiale, il a mis les îles du Salut dans l'acte de cession parce qu'il se doutait bien depuis cette époque que les îles du Salut allaient être sur la trajectoire de la fusée. Donc les îles du Salut ont été données au CNES pour assurer la protection et l'évacuation une fois que les programmes de lancement auraient été créés. L'archipel est exactement sous la trajectoire des fusées. En cas d'incident, des débris pourraient s'y écraser. C'est la raison des évacuations. Les ultimes vérifications sont faites. Désormais, tous les regards, toutes les caméras, tous les télescopes sont braqués sur Kourou. Dans la salle de contrôle du Centre spatial guyanais, Vincent Bertrand-Noël et son collègue passent en revue les tout derniers détails. Au besoin, ils peuvent à tout moment interrompre la procédure de lancement. Aucune anomalie à déclarer. Pour les touristes, c'est le signal du départ. Les îles du Salut n'ont jamais été touchées par des débris de fusée, mais mieux vaut rester prudent. À Kourou, tous les voyants sont au vert. Ariane peut décoller. Dernière commande avant la mise à feu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Le ciel au-dessus des îles du Salut s'illumine, tandis qu'Ariane 5 est avalée par les nuages. Sur Terre, la vie va bientôt reprendre son cours, dans cet ancien enfer redevenu paradis.